Elle ne fait que répondre au téléphone à l'hôpital, a dit maman à tout le monde lors de la fête de fin d'année. Elle gagne à peine le salaire minimum. Tante Sarah a ajouté, au moins, c'est un travail honnête. Mon beeper d'urgence a vibré, code noir, chef de chirurgie demandé pour une intervention présidentielle. Le silence s'est installé dans la pièce. Je me tenais dans le coin du salon de mes parents, un verre de cidre pétillant, tiédi dans ma main. La fête annuelle de la famille Chin battait son plein. 70 parents entassés dans une maison conçue pour 20. L'odeur du canard rôti et du gingembre se mêlait au parfum coûteux et au jugement. « Émilie, ma chère, viens ici. » La voix de maman transperça le bruit. Elle se tenait près du grand piano avec tante Sarah, oncle Robert, et un groupe de cousins que je reconnaissais à peine. Son sourire était vif et tranchant comme un scalpel. « Raconte à tout le monde ton nouveau travail. » Je redoutais ce moment depuis que j'étais entré il y a 3 heures. « Je travaille à l'hôpital métropolitain, dis-je simplement, en gardant une voix neutre. » Elle est modeste, rit maman, de ce rire particulier qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose de cinglant, déguisé en affection. Elle ne fait que répondre au téléphone à l'hôpital. Elle gagne à peine le salaire minimum, mais nous sommes fiers qu'elle ait enfin un emploi après toutes ses études. La façon dont elle prononçait « études » donnait l'impression que j'avais gâché une décennie à faire de la peinture au doigt. Tante Sarah me tapota le bras avec une sympathie condescendante. « Au moins, c'est un travail honnête, ma chère. Tout le monde ne peut pas réussir comme ton frère. » Mon frère David choisit ce moment pour se pavaner, tout frais d'avoir conclu une affaire immobilière qu'il avait déjà mentionnée 12 fois ce soir-là. À 32 ans, il était l'enfant prodige de la famille. Réussi, charmant, marié à une avocate, et absolument insupportable. Salut, et aime. Il me frappa l'épaule assez fort pour me faire grimacer. Toujours en train de prendre des rendez-vous à l'accueil de l'hôpital. Quelqu'un doit faire le sale boulot, n'est-ce pas? Je ne travaille pas à l'accueil, commençai-je, mais maman parlait déjà par-dessus moi. Nous disons aux gens qu'elle est dans le secteur de la santé, confia maman à tante Sarah dans un murmure discret que tout le monde pouvait entendre. Ça sonne mieux que réceptionniste. Bien qu'honnêtement, après tout l'argent que nous avons dépensé pour son éducation, nous pensions qu'elle réussirait davantage. J'avais entendu des variations de ce discours au cours des 6 dernières années. C'était plus facile de les laisser croire ce qu'ils voulaient que de les regarder rejeter la vérité. Vous vous souvenez quand elle disait qu'elle voulait être chirurgienne du cerveau, s'exclama oncle Robert en agitant son whisky. Nous pensions tous que c'était adorable. Les enfants ont des rêves si fous. Tante Sarah soupira. C'est difficile quand ils doivent faire face à la réalité. Ma cousine Jennifer, 3 ans plus jeune, récemment promue assistante manager dans une boutique, me lança un regard de pitié. Ça doit être difficile, Émilie. Voir tout le monde réussir pendant que tu es bloqué à répondre au téléphone. Mais bon, au moins tu as un travail, n'est-ce pas? Je pris une gorgée de cidre tiède et ne dis rien. C'était la dynamique de la famille Chin avec laquelle j'avais grandi. Maman et papa avaient immigré de Taïwan sans rien, construit une entreprise d'importation prospère grâce à un travail acharné et des sacrifices, et s'attendaient à ce que leurs enfants soient médecins, avocats ou cadres. David avait obtempéré en devenant un magnate de l'immobilier. Je les avais déçus. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Combien gagnent les réceptionnistes d'hôpital, de toute façon, demanda mon cousin Marcus, sincèrement curieux. Il était ingénieur logiciel dans une start-up. Genre 30 000 par an. Si elle a de la chance, dit David en riant. La plupart de ces postes sont au salaire minimum. Pas d'avantages, pas d'avancement. Des impasses. Nous lui avons proposé un poste dans notre entreprise, interjeta papa, rejoignant le cercle avec son air de désapprobation habituel. Du travail de bureau. Mieux payé. Mais elle a insisté pour cette histoire d'hôpital. J'aime les soins de santé, dis-je doucement. Répondre au téléphone, ce n'est pas des soins de santé, ma chérie, corrigea maman. C'est du travail administratif. Il y a une différence. Le téléavertisseur dans mon sac vibra. Je l'ignorais. C'était probablement juste une autre consultation de routine qu'un de mes internes pouvait gérer. Le pire, continua maman, s'échauffant sur son sujet préféré, c'est que nous avons payé pour toutes ces études fantaisistes. 7 ans d'université. Et pourquoi?
Pour qu'elle puisse prendre des rendez-vous? 8 ans, corriger jeu automatiquement. Et une bourse. Maman agita la main de manière dismissive. Peu importe ce que c'était cher et apparemment inutile. Peut-être qu'elle n'était pas assez intelligente pour un vrai travail médical, suggéra Jennifer, essayant de paraître sympathique mais échouant. Tout le monde n'a pas l'aptitude. Au moins, elle a trouvé quelque chose qu'elle peut gérer. Mon téléavertisseur vibra à nouveau, plus insistant cette fois. Je veux dire, on t'aime, et aime, dit David de cette manière qui signifiait que le contraire allait venir ensuite. Mais tu dois admettre que travailler à un bureau à 31 ans, c'est un peu embarrassant. La plupart des gens ont une carrière maintenant. Elle a toujours été la plus pragmatique, dit tante Sarah. Pas brillante comme David, mais stable. C'est important aussi. Le téléavertisseur n'arrêtait pas de vibrer. Je le sortis discrètement et regardai l'écran. Code noir. Traumatisme présidentiel. Chef de neurochirurgie requis immédiatement. Rupture d'anévrisme cérébral. Aucun autre chirurgien qualifié. Mon sang se glaça. Le code noir était réservé aux urgences médicales de niveau de sécurité nationale. Présidentiel signifiait exactement ce que cela semblait. Et une rupture d'anévrisme cérébral signifiait que quelqu'un de très important était en train de mourir. Et j'avais environ 20 minutes pour me rendre à l'hôpital avant que les lésions cérébrales ne deviennent irréversibles. Émilie, tu écoutes au moins. La voix de maman était pleine d'irritation. Nous parlons de ton avenir. Le moins que tu puisses faire est de faire attention. Je dois passer un appel, dis-je, sortant déjà mon téléphone. Tu vois? C'est exactement ce que nous voulons dire, dit David au groupe. Pas de concentration. Pas d'ambition. Juste vivre au jour le jour en prenant des appels. Je m'éloignai du cercle et composai la ligne directe de la salle d'opération. Chin, dis-je dès que quelqu'un décrocha. Mise à jour du statut. Maintenant. Chef, la voix était celle du docteur Patel, un de mes internes seniors. Il semblait terrifié. Nous avons le chef de cabinet du POTU qui arrive avec une rupture d'anévrisme cérébral. C'est arrivé lors du dîner d'État en ville. Les services secrets l'amènent maintenant. Est à 7 minutes. Le docteur Morrison a essayé de se préparer, mais il n'est pas habilité pour ce niveau 2. Je suis à 20 minutes, l'interrompis-je, mon esprit parcourant déjà la procédure. Rupture d'anévrisme cérébral. Patient de haut niveau. Pression politique massive. C'était une chirurgie que seulement 3 personnes dans le pays étaient qualifiées pour effectuer, et j'étais la seule en ville. Préparez la salle d'opération numéro 1. Ayez la neurologie en attente. Je veux un scanner complet dès son arrivée. Que l'anesthésie soit prête pour une intubation immédiate. Et contactez le docteur Martinez. Elle est habilitée pour les procédures de niveau présidentiel. Oui, chef. Les services secrets vous demandent spécifiquement. Dites-leur que je suis en route. Et Patel, personne ne le touche avant que j'arrive. Personne. Je mis fin à l'appel et me retournai vers ma famille. Ils me regardaient tous avec des degrés de confusion variés. C'était quoi ça? Demanda maman, suspicieuse. Je dois aller à l'hôpital, dis-je, calculant déjà le temps de trajet. 15 minutes si la circulation était fluide. 17 si je rencontrais des feux. Trop long dans tous les cas. Tu vois? C'est ce que je veux dire, dit maman à tante Sarah. Il l'appelle pour des heures supplémentaires la veille de Noël parce qu'elle n'est qu'une réceptionniste. Il ne respecte pas son temps. C'est terrible, approuva Jennifer. Tu devrais te défendre, Émilie. Quelqu'un a probablement appelé pour dire qu'il était malade et ils ont besoin d'elle pour couvrir les téléphones, suggéra David. Des choses typiques de débutants. Mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait « Directeur exécutif de l'hôpital métropolitain ». Je répondis. Dr Chin. Émilie, Dieu merci, la voix du directeur Harrison était tendue de stress. Je sais que vous êtes à un événement familial, mais nous avons une situation. Je suis sûr que votre équipe vous a briefé. Rupture d'anévrisme cérébral. Urgence de niveau présidentiel, chef de cabinet, répliquai-je. Je pars maintenant. Que mon équipe prépare exactement comme j'ai ordonné.
J'aurai besoin que les protocoles de sécurité soient activés et que la salle d'opération soit complètement sécurisée. Les services secrets sont déjà là. Ils demandent une vérification des accréditations. Dites-leur de vérifier la base de données de sécurité nationale. Je suis habilité pour les procédures médicales présidentielles de niveau 5. Et Harrison, mettez en place le blackout médiatique. Rien ne fuite à ce sujet avant que je le dise. Déjà fait. Nous appelons cela une admission VIP de routine. Bien. J'y serai dans 14 minutes. Je raccrochai et regardai ma famille. Ils étaient tous figés, me regardant comme si j'avais commencé à parler martien. Émilie, dit maman lentement, à qui parlais-tu tout à l'heure? Je dois vraiment y aller, dis-je en attrapant mon manteau. Il y a une urgence à l'hôpital. Quel genre d'urgence? Demanda papa. Qu'est-ce qu'une réceptionniste pourrait éventuellement? Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais de l'aile. Je répondis. Docteur Chin à l'appareil. Chef Chin, ici l'agent spécial Morrison des services secrets. La voix était nette et professionnelle. Nous avons une situation de code noir avec un fonctionnaire de niveau ministériel. Nous avons besoin de la confirmation que vous êtes en route et que vous effectuerez la procédure. Confirmé. Je quitte mon emplacement actuel maintenant. L'état à l'hôpital métropolitain est de 13 minutes. Le patient ne doit pas être déplacé avant mon arrivée. Et je veux un balayage de sécurité complet de la salle d'opération numéro 1 avant de me laver les mains. Compris, chef. Nous aurons une escorte à l'entrée de l'hôpital. Votre habilitation de sécurité a été vérifiée. Merci, agent Morrison. Je mis fin à l'appel et trouvai toute ma famille me fixant en silence. Même David avait la bouche légèrement ouverte. Émilie, dit tante Sarah avec précaution, pourquoi cette personne t'a-t-elle appelé chef? Je dois y aller, répétai-je, enfilant mon manteau. La vie de quelqu'un en dépend. Attends. La voix de maman avait perdu son ton condescendant. Qu'est-ce que tu fais réellement à cet hôpital? Je fis une pause à la porte, réfléchissant à ma réponse. Pendant 6 ans, je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient. J'avais cessé de les corriger quand ils m'appelaient réceptionniste. J'avais cessé d'expliquer ma recherche, mes opérations, ma position. Cela avait semblé plus facile que de les voir ignorer tout ce que j'avais accompli. Mais à ce moment précis, quelqu'un était en train de mourir. Et je n'avais pas le temps pour cette conversation. Exactement ce que vous pensez, dis-je. Je travaille à l'hôpital. Mais cette personne t'a appelé chef, dit Jennifer, confuse. Chef de quoi? Mon téléavertisseur retentit à nouveau. Patient arrivant. 2 minutes. Le scanner montre une hémorragie massive. Statut critique. Je dois vraiment y aller, dis-je, et je sortis. Derrière moi, j'entendis David dire, c'était bizarre, non? Pourquoi les services secrets appelleraient-ils une réceptionniste? J'étais déjà en train de courir vers ma voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital métropolitain a duré 11 minutes. J'ai enfreint plusieurs lois sur la circulation pour y arriver, mais les services secrets avaient dégagé la route, et j'avais une autorisation d'urgence. Mon téléphone a sonné 3 autres fois pendant le trajet. Le docteur Martinez confirmant qu'elle était prête et gantée. Le directeur Harrison me mettant à jour sur l'état du patient, qui se détériorait. Et l'administrateur de mon service me demandant si j'avais besoin de quelque chose. J'ai garé ma voiture dans le parking réservé aux cadres, où un agent des services secrets m'attendait. Il a vérifié mon identité, comparé mes références à une tablette, et m'a escorté par une entrée latérale qui contournait complètement l'hôpital principal. L'ascenseur sécurisé nous a emmenés directement à l'étage chirurgical. Le patient est dans un état critique, Dr. Chen, a déclaré l'agent Morrison alors que nous marchions rapidement dans les couloirs. Nous comprenons que vous êtes le seul chirurgien de la région avec l'autorisation et l'expertise nécessaires pour effectuer cette procédure. Je suis au courant, ai-je dit, mon esprit déjà en mode chirurgical. Tout le reste, ma famille, leurs commentaires, leurs suppositions, avaient disparu au moment où j'étais monté dans la voiture. Pour l'instant, il n'y avait que la procédure, le patient, et le temps qui s'écoulait. Nous avons atteint la zone de préparation chirurgicale. Le docteur Martinez était déjà là, en blouse et ganté.
Chef, dit-elle, le soulagement inondant son visage. Le patient est en scanner maintenant. Le scanner montre une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure avec une hémorragie sous-arachnoïdienne significative. La tension artérielle chute. Nous l'avons intubé et sédaté, mais il tourne en rond. Temps depuis la rupture? Environ 37 minutes. J'ai maudit silencieusement. C'était repousser la limite de la fenêtre. Chaque minute qui passait signifiait plus de dommages cérébraux, plus de risque d'accident vasculaire cérébral catastrophique. Préparez-le pour une craniotomie immédiate, ai-je ordonné, en me lavant les mains. Je veux du propofol pour l'entretien de l'anesthésie, et mettez en place la surveillance neurophysiologique. S'il y a le moindre changement dans l'activité cérébrale pendant la procédure, je dois le savoir immédiatement. Oui, chef. L'infirmière instrumentiste m'a aidé à enfiler ma blouse chirurgicale pendant que je continuais à dicter les instructions. C'était la partie que j'adorais. La clarté absolue de la médecine d'urgence. Pas d'ambiguïté. Pas de politique. Juste la compétence, la connaissance, et le rythme régulier de la précision chirurgicale. Les images CT sont affichées, a appelé le docteur Patel depuis le poste de surveillance. J'ai étudié les scans tout en terminant ma préparation. L'anévrisme avait rompu de manière catastrophique, saignant dans l'espace sous-arachnoïdien. Le sang exerçait une pression sur les structures cérébrales critiques. Si je ne soulageais pas cette pression et ne clipsais pas l'anévrisme dans l'heure suivante, le patient subirait des lésions cérébrales irréversibles ou la mort. La salle d'opération numéro 1 est prête, a annoncé la coordinatrice chirurgicale. Allons-y. Je suis entré dans la salle d'opération où mon équipe était assemblée. Dr Martinez comme ma première assistante, Dr Patel surveillant la neurologie, 2 infirmières instrumentistes, un anesthésiste, et un perfusionniste en attente au cas où nous aurions besoin de passer en dérivation. Autour du périmètre, des agents des services secrets se tenaient à des postes discrets, observant tout. Le patient était déjà positionné, la tête immobilisée dans le dispositif de fixation crânienne. Des moniteurs bipaient régulièrement, montrant des signes vitaux préoccupants, mais stables. Très bien, tout le monde, dis-je en me positionnant à la tête de la table. C'est une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure chez un homme de 63 ans. Hémorragie significative, vasospasme modéré. Nous allons effectuer une craniotomie ptérionale, évacuer l'hématome et clipser l'anévrisme. Le temps estimé de la procédure est de 4 à 5 heures. Des questions? Personne ne parla. Bien. Sauvons une vie. Je tendis la main, et l'infirmière instrumentiste me plaça le scalpel dans la paume. La chirurgie était complexe et exigeante. Chaque mouvement devait être précis. Le cerveau ne tolère aucune erreur. Je travaillais régulièrement, ouvrant le crâne, rétractant les tissus, naviguant à travers l'architecture complexe des vaisseaux sanguins et du tissu neural. Dr Martinez anticipait parfaitement mes besoins, me tendant les instruments avant que je ne les demande, aspirant le sang pour maintenir mon champ de vision dégagé. 3 heures plus tard, je visualisais enfin l'anévrisme. Une poche de paroi vasculaire affaiblie, rompue et saignante. Avec précaution, délicatement, je l'isolais du tissu environnant. Clip, dis-je. L'infirmière instrumentiste plaça le clip d'anévrisme en titane dans ma main. C'était le moment critique. Je devais positionner le clip sur le col de l'anévrisme, coupant le flux sanguin sans endommager l'une des dizaines de vaisseaux critiques qui l'entouraient. J'ai placé le clip. J'ai vérifié la position. J'ai ajusté légèrement. J'ai vérifié à nouveau. Le clip est sécurisé, ai-je annoncé. Le flux sanguin vers l'anévrisme est arrêté. Docteur Patel, lecture neurologique? Tout est normal, chef. Pas de changement dans l'activité cérébrale. Excellent. Évacuons l'hématome restant et refermons. Encore 90 minutes de travail méticuleux. Finalement, je reculai de la table. C'est tout, dis-je. Refermez-le. Amenez-le aux soins intensifs de neurochirurgie et surveillez-le en continu pendant les 48 prochaines heures. Je veux des mises à jour toutes les 2 heures. Oui, chef, dit le docteur Martinez. Excellent travail, comme toujours. J'enlevai mes gants et ma blouse, soudain consciente de ma fatigue. 5 heures et demie de chirurgie, le poids émotionnel de l'urgence, et avant cela,
3 heures de condescendance de ma famille. Je sortis de la salle d'opération et trouvai le directeur Harrison qui m'attendait avec un homme en costume coûteux, qui ne pouvait être qu'un haut fonctionnaire du gouvernement. « Docteur Chen » dit Harrison. « Voici le chef de cabinet adjoint Richardson. »« Monsieur Richardson » dis-je en lui serrant la main. « Votre collègue a subi l'opération avec succès. Nous en saurons plus dans les 48 prochaines heures, mais je suis prudemment optimiste. »« Docteur Chen, le président a tenu à vous remercier personnellement, » dit Richardson. « Nous comprenons que vous avez quitté un événement familial pour effectuer cette chirurgie. Votre compétence et votre dévouement sont appréciés au plus haut niveau. Je ne fais que mon travail, monsieur, la nation a la chance d'avoir des chirurgiens de votre calibre, a-t-il poursuivi. Votre bilan parle de lui-même. Chef de neurochirurgie à 31 ans, la plus jeune de l'histoire de l'hôpital. Plus de 300 chirurgies cérébrales réussies. Recherche publiée dans cette grande revue médicale. Le président vous a spécifiquement demandé lorsque nous avons appris la rupture d'anévrisme. J'acquiesçai, fatigué. J'apprécie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier mon patient. Il était près de 3 heures du matin lorsque je quittai enfin l'hôpital. Le chef de cabinet était stable, montrant des signes neurologiques positifs. Sauf complications, il se rétablirait complètement. Je suis rentré chez moi, trop épuisé pour ressentir quoi que ce soit d'autre que l'épuisement profond qui suit une chirurgie à hauts enjeux. Mon téléphone avait vibré par intermittence toute la nuit. Des messages et des appels de ma famille que j'avais ignorés. J'étais sur le point de le couper complètement quand je vis le numéro. Le portable de papa. Puis celui de maman. Et puis celui de David. Et puis celui de tante Sarah. 43 appels manqués. 67 messages. Curieuse malgré moi, j'ouvris les messages. Maman, Émilie, appelle-moi immédiatement. Maman, pourquoi les informations disent que le docteur Émilie Chen, chef de neurochirurgie, a sauvé un fonctionnaire du gouvernement? Maman, ça ne peut pas être toi. David, Yo, et M, c'est quoi ce bordel? Ton nom est partout dans les infos. Jennifer, OMG, Émilie, c'est vraiment toi? CNN te qualifie de l'une des meilleures chirurgiennes du cerveau du pays. Tante Sarah, Émilie, ma chère, je crois qu'il y a une erreur. Les informations disent que tu es médecin? Papa, Émilie, appelle ta mère. Maman, je fis défiler les messages avec un sentiment croissant d'irréalité. J'allumai ma télévision. Et là, c'était là. Mon visage sur CNN. Une photographie de la conférence de l'American College of Surgeons de l'année dernière. Le docteur Émilie Chen, chef de neurochirurgie à l'hôpital métropolitain, a effectué avec succès une chirurgie d'urgence sur un haut fonctionnaire du gouvernement ce soir. Le docteur Chen, âgé de seulement 31 ans, est considéré comme l'une des neurochirurgiennes les plus éminentes du pays, spécialisée dans les procédures cérébrovasculaires. Elle a obtenu son diplôme de médecine à Johns Hopkins, sa résidence au Massachusetts General Hospital, et une bourse de recherche en neurochirurgie au Stanford Medical Center. J'ai éteint la télévision. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Émilie? Sa voix était étrange, tremblante, confuse, rien à voir avec sa confiance habituelle. Émilie, les informations disent que tu es chirurgienne du cerveau. Que tu es la chef de la chirurgie à l'hôpital. Neurosurgerie, corrigez-je. Et oui, je le suis. Silence. Mais tu as dit que tu travaillais à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital. Tu nous as laissé croire que tu étais réceptionniste. Non, dis-je doucement. Vous avez dit à tout le monde que j'étais réceptionniste. J'ai juste cessé de vous corriger. Pourquoi aurais-tu? Émilie, ça n'a pas de sens. Si tu es chirurgienne, si tu es le chef de la chirurgie ou neurochirurgie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je m'assis sur mon canapé, fixant la fenêtre sombre. Vous souvenez-vous il y a 6 ans quand je vous ai dit que j'avais été nommé chef de neurochirurgie? Silence de l'autre côté. J'avais 25 ans. La plus jeune chef de département de l'histoire de l'hôpital. J'avais juste publié des recherches qui ont révolutionné la façon dont nous traitons les anévrismes. J'étais si fier. Si excité de vous le dire. Je ne me souviens pas.
Vous avez dit que c'était un titre fantaisiste pour un médecin ordinaire. Que l'affaire immobilière de David cette semaine était plus impressionnante. Que je devrais me concentrer sur la recherche d'un mari au lieu de courir après l'avancement de carrière. J'entendis son souffle s'interrompre. Après ça, j'ai cessé d'essayer d'expliquer, continuai-je. Chaque fois que je mentionnais une opération, vous changiez de sujet. Chaque fois que je parlais de mes recherches, vous faisiez un commentaire sur la façon dont je perdais mon temps. Alors finalement, je vous ai juste laissé croire ce que vous vouliez. C'était plus facile. Émilie, nous ne voulions pas, vous avez demandé combien gagnaient les réceptionnistes d'hôpital, dis-je. Je gagne 470 000 $ par an plus les bourses de recherche. Je possède un condo en centre-ville. J'ai remboursé mes prêts d'études de médecine il y a 3 ans. J'ai une carrière réussie. Je sauve des vies. Et rien de tout cela n'avait d'importance pour vous parce que cela ne correspondait pas au récit que vous aviez déjà décidé à mon sujet. Nous sommes ta famille, dit maman, et maintenant sa voix tremblait vraiment. Nous t'aimons. Nous n'avons juste pas compris. Vous n'avez pas voulu comprendre, corrigeai-je doucement. Vous vouliez que je sois déçu et en difficulté pour que David puisse être le succès. Vous aviez besoin que je sois l'échec de la famille. Ce n'est pas Émilie, ce n'est pas juste. Peut-être pas, acquiesçai-je. Mais c'est vrai. Et je suis trop fatigué pour en discuter maintenant. Je viens de passer 5h30 à opérer un homme qui serait mort sans mon expertise. Je vais dormir. Nous pourrons en parler plus tard. Émilie, attends. Je raccrochai. Mon téléphone sonna immédiatement à nouveau. Je l'éteignis. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver mon immeuble entouré de véhicules de presse. Apparemment, sauver la vie du chef de cabinet lors d'une urgence la veille de Noël m'avait rendu une célébrité mineure. J'ai ignoré toutes les demandes d'interview, fait du café, et me suis préparé à retourner à l'hôpital pour vérifier l'état de mon patient. Le portier de mon immeuble a sonné à l'interphone. Docteur Chin, vous avez des visiteurs dans le hall. Dites à la presse que je ne donne pas d'interview. Ce n'est pas la presse, madame. Eh bien, c'est pas mal de monde. Ils disent qu'ils sont votre famille. Je fermai les yeux. Bien sûr que c'était eux. Faites-les monter. 5 minutes plus tard, toute ma famille envahissait mon salon. Maman, papa, David et sa femme Jennifer, Marcus, tante Sarah, oncle Robert, et au moins une douzaine de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils se tenaient maladroitement dans mon entrée, observant mon appartement. Les meubles modernes, les œuvres d'art originales, le mur de manuels et de revues médicales, les attestations encadrées de l'American College of Surgeons, de Johns Hopkins et du Massachusetts General. Émilie, commença maman. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, l'interrompis-je, je veux clarifier quelque chose. Je ne vous ai pas parlé de ma carrière parce que vous avez clairement montré que vous ne vouliez pas en entendre parler. Chaque fois que j'ai essayé, vous l'avez ignoré. Alors j'ai arrêté d'essayer. Nous ne savions pas, dit Jennifer faiblement. Vous n'avez pas demandé, répliquai-je. Pendant 6 ans, aucun de vous n'a demandé ce que je faisais réellement à l'hôpital. Vous avez juste supposé. David passa une main dans ses cheveux. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Les choses que j'ai dites hier soir étaient méchantes, mais honnêtes, terminai-je. Vous avez tous cru que j'étais un échec parce que c'était plus facile que de reconnaître ma réussite. Nous sommes fiers de toi, dit papa d'une voix rauque. Vraiment, demandai-je. Parce qu'hier, vous aviez honte de moi. Vous avez dit à 70 proches que je gagnais à peine le salaire minimum. Vous avez dit que mon éducation était gâchée. Tu as dit que je n'étais pas assez intelligente pour un vrai travail médical. Tante Sarah eut la grâce de paraître honteuse. Émilie, ma chère, nous n'avons pas compris. Vous n'avez pas essayé de comprendre, dis-je. Et c'est là le problème. Maman s'avança. Émilie, tu as raison. Nous sommes désolés. Nous aurions dû t'écouter. Nous aurions dû demander. Nous aurions dû. Elle fit une pause et je vis des larmes dans ses yeux. Nous aurions dû être de meilleurs parents. Le silence tomba dans la pièce. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers de moi maintenant que vous connaissez la vérité, dis-je doucement. J'avais besoin que vous soyez fiers de moi quand vous pensiez que j'étais réceptionniste.
J'avais besoin que vous me respectiez, quel que soit mon titre de poste. Mais vous n'avez pas pu faire ça. Nous pouvons faire mieux, dit papa. Si tu nous donnes la chance. Je les regardais tous. Ma famille compliquée, difficile, pleine de jugements. Les mêmes personnes qui m'avaient ignoré et rabaissé se tenaient maintenant dans mon salon, l'air sincèrement repentant. Je dois aller à l'hôpital, dis-je enfin. J'ai un patient en soins intensifs neurologiques qui a besoin d'être surveillé. Mais je suis prête à avoir une vraie conversation. Éventuellement. Quand nous pourrons tous être honnêtes les uns envers les autres. Maman hocha la tête en s'essuyant les yeux. Nous aimerions cela. Encore une chose, ajoutai-je en ouvrant ma porte. La prochaine fois que quelqu'un vous dit ce qu'il fait dans la vie, croyez-le. Et respectez-le. Peu importe si cela vous impressionne. Ils sortirent lentement, chacun s'arrêtant pour s'excuser ou dire quelque chose de conciliant. David me serra dans ses bras. Jennifer me demanda si nous pouvions prendre un café un jour. Tante Sarah promit de faire mieux. Quand ils furent partis, je m'assis sur mon canapé et sentis le poids de 6 années de silence se soulever légèrement de mes épaules. Mon téléphone bourdonnait, de nouveau allumé, inondé de messages. Mais un se distinguait. Docteur Martinez. Martinez, chef, le patient est réveillé et réagit bien. Fonction neurologique complète intacte. Il l'a fait. Je souris et répondis par SMS. Nous l'avons fait. Effort d'équipe. Puis j'attrapai mes clés et me dirigeai vers l'hôpital. J'avais un patient à voir, des rondes à compléter, et un service à diriger. Être chef de neurochirurgie ne s'arrêtait pas pour les drames familiaux ou l'attention médiatique. Mais peut-être, juste peut-être, la prochaine réunion de famille serait différente. Peut-être qu'ils poseraient des questions sur mon travail, mes recherches, mes opérations. Peut-être qu'ils écouteraient quand je parlerais des complexités du cerveau humain et du privilège de le guérir. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines choses ne changent jamais. Mais ce n'était pas grave. Parce que je ne suis pas devenue neurochirurgienne pour l'approbation de ma famille. Je suis devenue neurochirurgienne parce que j'aimais le travail, le défi, la profonde responsabilité de tenir le cerveau de quelqu'un, son être entier entre mes mains et de le rendre entier à nouveau. Et c'était suffisant. Un blog. 6 mois plus tard, je me tenais au podium de la réunion annuelle de la famille Chin, invité pour la toute première fois à donner un discours sur ma carrière. Maman me présenta comme « notre fille », le docteur Emily Chin, chef de neurochirurgie à l'hôpital métropolitain. Je parlais du cerveau, du travail délicat de la chirurgie, des patients dont j'avais sauvé la vie et de ceux que je n'avais pas pu sauver. J'ai parlé des années de formation, des nuits blanches, de l'apprentissage constant nécessaire pour rester au sommet de mon domaine. Et pour la première fois, ma famille a écouté. Après mon discours, ma plus jeune cousine, âgée de 8 ans, s'est approchée de moi, les yeux écarquillés. « Tante Émilie, est-ce que je peux être chirurgienne du cerveau comme toi ?» Je me suis agenouillé à sa hauteur. « Tu peux être tout ce que tu veux. Et quand tu y parviens, ne laisse personne te rabaisser. Pas même ta famille. » Elle hocha la tête sérieusement. « Je ne le ferai pas. » Je levai les yeux et croisai le regard de maman de l'autre côté de la pièce. Elle me sourit, un vrai sourire, pas celui, vif et performatif d'avant. Ce n'était pas parfait. Nous avions encore du travail à faire, des conversations à avoir, de vieilles blessures à guérir. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffit.